Dans le Nord, ça va mal. La surprise, c'est que ça va plus mal qu'ailleurs. En 1967, le chômage a doublé dans la région Nord-Pas-de-Calais. 50 000 travailleurs maintenant. Chiffres officiels, le Nord, c'est 7% des travailleurs de France et 12% des chômeurs de France. C'est une surprise. Comment le Nord, cette région pilote, cette espèce de roue française, a-t-il pu en arriver là? Eh bien simplement parce que les trois industries de base qui ont fait la richesse de cette région, le charbon, le textile, la sidérurgie, en font maintenant, sinon la pauvreté, du moins apportent la menace d'une décadence progressive. Le Nord s'était tranquillement endormi depuis des lustres sur ces tas de charbon, de laine et d'acier. Il se réveille brutalement. Le vrai drame, c'est la fermeture des mines de charbon, parce que c'est irréversible. Un puits de mine fermé ne rouvrira jamais. Et dans la région ouest, de Ligny à Béthune, depuis 1950, les puits ferment. Et maintenant que ces puits sont fermés, c'est la fin d'une époque. Pour les mineurs, c'est plus que de l'amertume. D'abord, c'est leur métier qui est en jeu. Ensuite, c'est à ces hommes, après la libération, que l'on avait dit « extrayer du charbon pour la Renaissance française ». C'était un slogan à l'époque. Ils ont bien travaillé et maintenant, ils n'ont pas l'impression d'être tellement récompensés. Jusqu'ici, les houillères, entreprises nationalisées, ont évité les licenciements proprement dit. On fusionne les effectifs et on les regroupe sur les puits les plus modernes, comme celui d'Oigny que voici. Plus de 5000 mineurs, une mécanisation très poussée, une meilleure rentabilité dans l'extraction du charbon. Oigny extrait 15 000 tonnes de charbon par jour. La fosse 5 à Los-en-Goël va bientôt fermer. Alors là, ça va fermer le 5. Oui. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Bah, je vais faire comme tout le monde. Je vais se faire vous pour que vous voulez y faire. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, c'est chaud. Plutôt, je suis quand d'arriver dans notre fosse que je suis qu'à faire. Mais alors, vous allez être muté? Ouais, muté, mais tu, je sais pas. C'est chaud qui est inquiétant. Hein. Et comment croyez-vous que ça va finir? Bah, que ça va finir, que ça va mal. C'est chaud qu'elle passe. De toute façon, s'ils arrêtent chez Foss, ça peut tout de même pas nous envoyer travailler là-bas à Biribi, là. Faut bien nous donner une place, faut tout de même qu'à nous mettre quelque part. J'ai déjà fait la fosse 39. J'ai fait la fosse 6 de Mazagap, la fosse 2. Ça fait 3 fosses que je fais dans 6 ans. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Nous demandons qu'est-ce qui va remplacer les mines. Parce qu'une mine, elle occupe d'à fois 800, 900 bonhommes. Tandis que vous avez des usines qui emploient 60, 70 bonhommes. Et on se demande qu'est-ce qu'on va faire de nos enfants. Quel âge avez-vous? 53 ans. Vous êtes pensionnaire? Oui, il y a 3 ans que j'ai pris ma retraite. Vous étiez au fond avant? 36 ans de fond. Bon, alors comment ça se passe maintenant? Bah, à cette heure, je suis sorti de l'ornière, ça va. Mais j'ai macho, il vient de partir à l'armée. Quand il va arrêter, qu'est-ce qu'il va retrouver? Il n'y a rien de prévu pour les gosses. Et qui c'est qui est responsable de tout ça? C'est bien de fermer les fosses, mais on aurait dû prévenir du boulot pour ces jeunes. On aurait dû implanter des usines tout partout. Qu'est-ce qu'on va en faire? Je n'ai qu'à 16 ans, il va à l'école. Quand il va avoir l'âge de travailler, il n'y a rien pour lui. C'est des assassins. Il bourritait tout, il sabotait tout. Et votre fils était d'accord pour aller à la mine, lui? Ben sûrement. Un des mineurs est de père un fils. Et, tout le monde dit qu'il y a passé dans la famille, mais aujourd'hui on arrive à un point, il n'y a rien. Il n'y a plus rien. On préfère laisser, pourtant, au fond des mines, il y a du charbon, mais on dit que ça va être trop cher pour l'exploiter. Oh, on achète à l'étranger c'est moins cher. Si on vous dit, bah, c'est la reconversion, il faut trouver un autre métier. On sent bien obligé pour vivre, il faut bien chercher un autre métier. Qu'est-ce que vous avez comme qualification? Oui, pas grand-chose, c'est pas de certificat d'études. Vous savez, par ici, c'est les mines. Alors, le père, il dit, bon, bah,
Tu iras aux mines comme moi. Est-ce que vous aimeriez changer de métier? Oui. C'est pas courant, ça, chez les mineurs. Bah écoutez, je crois que si j'avais une formation professionnelle accélérée, j'aimerais faire, j'aime bien la technique, l'automobile par exemple. Si vous arrivez à changer de métier, vous voudriez rester dans le Nord? Oui. Pourquoi? On est né par ici, on connaît tout le monde, on connaît toute la région. On préfère rester par ici. Oui, le mineur est attaché à son coron, que des gens trouvent tellement laid. Il est attaché à son coin de jardin, à sa terre, à sa maison. Monsieur Gosselin, vous êtes venu habiter Grenay pour être plus près de votre travail. Oui, oui, oui. Vous avez demandé la maison ici. J'ai demandé la maison, oui. Il a fallu que j'attende 6 mois. Combien il y a de pièces dans la maison? Ici, il y en a 5. J'ai 2 chambres en haut, mon arrière-cuisine ici, ma salle à manger, puis une pièce sur le côté, là. On a notre charbon qu'on touche aux mines, tout ça. On a un bon chauffage, des bonnes cheminées, tout ça. Parce que maintenant, ça va. Vous y tenez à votre maison? Ah oui, hein, c'est à peu près, c'est notre chez nous, quoi. Et si on vous est habillé dans un HLM? Là, ça serait différent, hein. C'est pas le goût de tout le monde, hein. Pourquoi? Premièrement, c'est... On aime bien avoir les pieds sur le terrain. Il y a combien de temps que vous êtes marié? Je me suis marié il y a 15 ans. J'ai 4 enfants, Chantal, 3 filles et un garçon. Il y a Chantal, Joël, Patrick et Sylvie. Votre femme travaille? Non, pas ménagère ici. Je travaille à la maison. Combien vous gagnez par mois, monsieur Gosselin? On n'a pas de prix fixe, hein. À peu près 50 000 francs par quinzaine. 55 000 avec les allocations. Et ça varie, ça peut aller jusqu'à combien? 60, 70. Vous avez la télévision, bien sûr. Oui, monsieur. La plupart des mineurs l'ont. Hein. Oh oui, c'est 98% en principe. Presque tous les mineurs. Vous avez une voiture? Oui, monsieur, une voiture d'occasion. Enfin, occasion comme mineur moyen, quoi. Vous avez été moniteur? J'ai fait des stages de moniteur, oui. Et j'ai passé des CAP, tout ça, j'ai réussi mes diplômes. Alors je vais avec les enfants des mines, les enfants de mineurs. Vous avez fait du ski, vous m'avez dit? Oui, oui. Je l'ai fait du ski. On était dans le Tyrol autrichien, on était en Suisse, dans les Hautes-Alpes, en Briançon, du côté de Briançon, tout ça, avec les jeunes mineurs, les jeunes du centre d'apprentissage. Qu'est-ce que vous faites de vos vacances? De mes vacances, mes 3 semaines de vacances que j'ai, on va camper. Avec des amis, là. Où ça? 3-4 km de Berck, on est. C'est tout près de la mer. Ah oui, 3 km de la mer, on n'est pas tellement loin. Permet de nous baigner, en principe, quand il fait bon, presque tous les jours. Il y a un autre péril. Les houillères du Nord et du Pas-de-Calais, c'est d'une sorte d'empire. Elles possèdent leurs propres centrales électriques, par exemple, qui fournissent le réseau français, ce que l'on ignore. Elles ne possèdent pas du tout uniquement des mines. Propriétaires de 120 000 logements, d'usines et même d'églises, elles sont l'un des plus gros propriétaires fonciers de France. Potentiel technique, outre les mineurs, quelques 1000 ingénieurs, 6000 agents de maîtrise. Et si cet énorme potentiel devait disparaître, ce serait un terrible appauvrissement pour la région. Bon, monsieur Moranda, est-ce que c'est vraiment la fin du charbon? Oui et non. Pour le bassin du Nord et du Pas-de-Calais, il est vrai que nous n'avons plus ou plus guère de charbon dans l'Ouest. Il est vrai aussi que le charbon de l'Est du bassin, de la région de Valenciennes et de Douai, par contre, s'il y en a encore, et beaucoup, est l'objet de la concurrence du fioul, du gaz et de l'électricité. Par contre, dans le centre du bassin, c'est-à-dire dans la région d'Hénin-Guettard et de Lens, nous avons là des charbons à coque, et ces charbons à coque sont encore indispensables à l'industrie et à la sidérurgie française pour assurer sa sécurité et son indépendance. Et je souhaite que nous extrayions ce charbon maigre jusqu'à sa dernière tonne. Il reste tout de même encore pas mal de charbon. Oui. C'est une source importante d'énergie nationale. Sûrement. Est-ce que c'est pas un peu
dangereux de la boucler, cette source d'énergie. Le fioul, c'est très joli. Mais si se reproduit une chose comme la crise de Suez, par exemple, qu'est-ce qu'on fait, là, M. Morandin? Oui, bien sûr. Les puits, quand ils sont fermés, ils sont fermés. Ah, ils sont fermés, définitivement fermés. Et c'est évidemment dangereux. Mais enfin, il y a des impératifs économiques qui jouent là aussi. Je ne suis pas le seul juge. C'est au gouvernement de juger à ce sujet. Je comprends parfaitement bien que le gouvernement ne veuille pas pénaliser l'économie française avec un prix de l'énergie trop élevé. Mais ceci dit, je pense aussi que le gouvernement doit tenir compte des considérations sociales, sinon économiques, d'une récession trop rapide du charbon. Je pense en particulier que nous pouvons encore utiliser notre charbon dans les centrales thermiques. Et à ce sujet, nous souhaitons construire encore dans le bassin du Nord et du Pas-de-Calais une, deux ou peut-être 3 centrales thermiques au charbon, appartenant aux houillères et brûlant le charbon des houillères du Nord et du Pas-de-Calais. Je crois qu'on peut dire que, grâce aux houillères, la récession du charbon se fait au moins en bon ordre. Pour le moment, oui. Pour le moment, tout se passe bien. Mais le problème, voyez-vous, c'est pas tellement le problème du charbon. Pour moi, tout au moins, c'est le problème des hommes. Monsieur Morandin, on dit que les houillères s'en vont sur la pointe des pieds. Ah, mais non. Les houillères ne s'en vont pas du tout. Les houillères se transforment. Nous faisons moins de charbon, mais par contre, nous utilisons les matières plastiques que nous produisons pour en faire un peu de tout, des bateaux. Nous essayons d'utiliser nos matières plastiques. Nous étudions le problème de l'utilisation des matières plastiques dans le bâtiment, et avec succès pour le moment. Et nous faisons des conteneurs, nous faisons un peu de tout, des pots de yaourt aussi. Nous utilisons, oui, des pots de yaourt. Et mais pourquoi pas? Cela emploie des ouvriers. Et dans de bonnes conditions en plus. Nous avons un potentiel considérable. Et ce potentiel, nous n'avons pas l'intention de le gaspiller et nous le mettons à la disposition de notre diversification et aussi à la disposition de la région. Dans la Sambre, ça ne va pas tellement bien non plus. Maubeuge déplore son isolement. Maubeuge voudrait que le canal de la Sambre soit élargi pour la navigation. Maubeuge est devenue une ville très moderne, dotée d'un remarquable lycée classique et aussi d'un lycée technique. Mais Maubeuge se demande où iront ses diplômés pour trouver du travail. C'est que le bassin de la Sambre est l'un des plus touchés dans le nord. Entre Maubeuge et Aulnois, des usines sont fermées. C'est dû à une mauvaise conjoncture dans les industries mécaniques et la sidérurgie. Certes, tout ne va pas mal, Vallourec et ses tubes tournent, les forges en Dirmont aussi, mais il y a un grave problème dans la sidérurgie. À Usinor, les laminoirs ne seront pas fermés. Les laminoirs vont rester. Mais il y a le problème des hauts fourneaux, ou plutôt du haut fourneau. Le haut fourneau de Louvroil, récent, va fermer cette année, victime de la mutation de l'industrie vers la mer. Et si Louvroil ferme, c'est qu'à Dunkerque, le même Usinor s'est installé. Ici, le minerai plus riche, venu de Mauritanie, est utilisé directement, sans transport supplémentaire, sans rupture de charge coûteuse, comme on dit dans l'industrie. Dans son usine modèle de Dunkerque, 2 fourneaux peuvent produire 5500 tonnes de fonte par jour. Il y en a un troisième en construction, le voici. Et celui-là pourra produire autant que les 2 autres réunis. Il y a une situation difficile dans la sidérurgie.
Par exemple, dans cet immense hall où Notre-Dame et ses tours pourraient tenir à 1 mètre près, on ne voit pratiquement plus personne. Tout est automatisé, meilleure productivité, moins de main-d'œuvre. À Roubaix-Tourcoing, les anciennes usines du textile affectionnent des styles étranges qui vont du gothique au néo-mauresque ou mauresque tout court, ou encore au style donjon et dynastique. Ce sont là les citadelles d'un esprit encore présent. L'esprit des premières industries du Nord, au type familial. Ces industries qui sont nées au moment de la révolution industrielle de la fin du XIXe siècle, lorsque le charbon et la vapeur firent la richesse de la région. Bon, eh bien, vous êtes 2 générations de la société Paul et Jean Tiberghien. Le père et le fils. C'est une entreprise, au fond, typiquement familiale. Et qui, je pense, a très bien réussi. C'est pas toujours le cas. Évidemment. Je crois que les entreprises familiales doivent être considérées parmi les meilleures, et elles doivent être considérées parmi les meilleures parce qu'elles permettent un contact très humain entre la direction et le personnel. Il ne se passe pas, je puis dire, 2 jours où l'un ou l'autre viennent frapper à la porte de mon bureau pour exposer un cas, son cas particulier, et les difficultés qu'il peut rencontrer. Mais ce qu'il faut pour que les entreprises familiales continuent à vivre, c'est que ces entreprises familiales se disciplinent, qu'elles établissent une structure où le principe d'autorité soit parfaitement reconnu par l'ensemble des associés. Quand vous dites les associés reconnaissent une autorité. L'autorité d'un seul. Dans la famille. D'un seul, dans la famille, d'un associé. Certaines de ces entreprises familiales, certainement, n'ont pas su se structurer, comme je le disais tout à l'heure, et la catastrophe est arrivée. Sur Roubaix-Tourcoing, vous employez combien d'ouvriers? Sur Roubaix-Tourcoing, nous employons 2300 ouvriers, employés et cadres. Et en totalité avec vos entreprises à l'étranger? Il faut compter environ 4500 ouvriers. Comment est-ce que ça se décompose à l'étranger? Il s'est fondé des filiales à l'étranger, en Belgique, en Hollande, en Angleterre et même au début de 1950 en Afrique du Sud. Où en est le chômage? Il y a un peu de chômage total, 1 millier de personnes. Il y a également du chômage partiel. Ce chômage partiel est lié à la structure saisonnière de beaucoup de nos productions. Et je demande à M. Tiberghien, fils, qu'il me parle un petit peu de la crise du textile. Je pense qu'il est bon de rappeler que, par exemple, l'Indochine, qui était un débouché considérable pour l'industrie cotonnière, a disparu, que, à la suite des événements relativement récents, c'est l'Afrique du Nord qui a pratiquement disparu. Il y a également l'Afrique noire qui disparaît chaque jour davantage. Et il faut signaler d'ailleurs aussi, n'est-ce pas, que la mode est de plus en plus fluctuante et par conséquent nous oblige à des changements de fabrication qui sont extrêmement importants 2 fois par an. Qu'est-ce que vous avez pensé de la mini-jupe? La mini-jupe. La mini-jupe... Eh bien, la mini-jupe, nous attendons en fait que la mode change. J'ai entendu « hélas ». Hélas, parce que la consommation de tissus s'en trouve affectée. C'est ça, mais il y a un grand espoir derrière la mini-jupe, en ce sens que lorsque la mode en changera, eh bien à ce moment-là, il y a de beaux jours pour l'industrie textile. Mais vous êtes plutôt Bonnie and Clyde, enfin là. Eh bien oui, cette évolution vers Bonnie and Clyde, eh bien sera probablement bénéfique au textile. Il est possible que M. Tiberghien ait un peu sous-estimé le chômage dans le textile. Fermeture d'usine? Non, ils ont licencié 200 ouvrières. J'étais trop longtemps malade, je voulais reprendre ma vie au chômage. Ils commençaient à licencier les ouvrières, donc j'étais obligé d'être au chômage. J'étais bobineuse. Et qu'est-ce qui s'est passé?
Eh bien, la filature a fermé, on a été toutes licenciées. Et quel salaire vous aviez après? Oh, 50, 60 000 par mois. Et vous cherchez dans Oh, quoi? n'importe quel travail pourvu que je puisse le faire. Dans ce que je trouverais, moi, n'importe, vendeuse ou n'importe. Dans le textile, vous ne trouvez pas? Oh là 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 là, pensez-vous? Pas du tout, pas du tout. J'étais déjà cherché plusieurs métiers, plusieurs usines pour avoir du travail, impossible. Nous avons visité les usines, enfin une faible partie des usines Tiberghien à Lincel, près de Tourcoing. On s'aperçoit tout de suite du même phénomène, modernisation. C'est évidemment une industrie difficile, un travail difficile avec des salaires assez bas. Voilà par exemple un exemple de modernisation. 5 métiers pour ce que l'on nomme le retournage, qui sont remplacés par cette machine. Elle est entièrement commandée par un programmateur. On croit toujours que le Nord est essentiellement uniquement industriel. On oublie que c'est aussi une vaste région agricole à haut rendement qui produit 7% de la production nationale de blé, 13% de la production de pommes de terre, entre autres. Nous avons rencontré un exploitant agricole. Monsieur de Clémy, l'agriculture dans la région Nord-Pas-de-Calais, comment ça marche? Eh bien, la situation s'est tout de même depuis quelques années nettement améliorée. Surtout pour ce qui est des céréales, ce qui est de la betterave. Vous avez aussi un problème de reconversion dans l'agriculture? Il y a surtout dans cette région un problème de reconversion dans les structures. Quelle est la moyenne des exploitations ici? Dans cette région, la moyenne des exploitations peut être entre 20 et 60 hectares. Et vous voudriez arriver à peu près? Je pense que la rentabilité, bien qu'il soit difficile de déceler exactement les critères d'une exploitation rentable, je pense qu'il faut au moins atterrir à 100, 120 hectares. Les gens de l'île Roubaix-Tourcoing, ça fait un bon million de personnes. Leurs salades, leurs carottes, leurs tomates, elles viennent de Hollande. La production maraîchère est une production à vocation spéciale. Elle utilise surtout beaucoup de main-d'œuvre, alors que dans nos exploitations de cette région, nous cherchons justement le minimum de main-d'œuvre de par la modernisation de nos exploitations. Vous arrivez à quel taux? Nous arrivons dans cette région, nous recherchons la possibilité d'arriver à employer un homme 40 hectares environ. Vous-même, je crois. Sur les 50 hectares restant en culture normale, j'approche 2 personnes et demie, 3 personnes pour bien faire tourner cette exploitation. Quand on cherche du boulot, que l'on parcourt la ville, on en a vraiment plein le dos de se sentir inutile. On doit prendre n'importe quoi, faut bien gagner sa croûte. On n'a même plus le choix de pouvoir choisir sa route. Nous voulons que chaque jeune du monde ouvrier puisse continuer ses études jusqu'aux examens. Acquérir une qualification professionnelle. Exercer la profession qui correspond à son choix, à ses aptitudes, avec un salaire décent. C'est cela le vrai droit au travail, à la vraie formation professionnelle. Vos repères. Dans le Nord, 40% de la population a moins de 20 ans.
Quel âge vous avez? 15 ans. 17. 17. 17. 16 ans. 18 ans. 16 et demi. 16 ans. 16 ans. C'est le pointage pour le chômage. Boquillon. Monsieur. Quel âge? 16 ans. Combien de temps en chômage? 3 mois. Vous avez qu'est-ce que vous avez comme études? Rien. Comme certificat? Mon certificat d'études, c'est tout. Pas de CAP? Non. Dans quoi vous étiez avant? À l'école. À l'école. Hein? À l'école. Vous n'avez jamais travaillé? Encore. Merci. 16 ans et demi. Depuis combien de temps en chômage? 3 semaines. Vous avez commencé à travailler à quel âge? Encore. Hein? J'ai pas encore travaillé. Pas encore travaillé. T'as un certificat d'aptitude, quelque chose? Non. Dans quoi? Cherchez. Mécanicien. Mécanique? Merci. 17 ans. Oui. J'ai travaillé chez Morité d'Ourge. C'est quoi ça? C'est dans une entreprise De quoi? de parpaing. Le parpaing. Un chômage depuis combien de temps? 1 an. Et combien tu gagnes par mois? J'ai pas encore touché. Je dois dire qu'à la kermesse de Béthune, c'était comme une bouffée d'air frais. Je suis partie pour faire l'employé de bureau. Employé de bureau. Et vous avez fini quand? Dans 3 ans. Là, on peut s'appeler, je vais essayer d'aller dans une autre école, à Lille ou bien à Paris. Mais pour travailler? Pour travailler? Vous allez rester ici? Oh non, je quitte la région. Pourquoi? Il n'y a pas beaucoup d'usines. Tiens, lui là, le superbe rock. Moi, c'est le même électricien. Hein? Électricien au CET de Béthune. CET, mais c'est tout le CET que je Oui, bien sûr. Oui, sûr. Bon. Les plus courageux. Je suis plâtrier. Il est? Plâtrier. Plâtrier. À quel âge? 14 ans. 14 ans. Et il y a du travail? Oui. Mademoiselle. Mademoiselle. Oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je suis rentière. Je suis rentière. Elle est Je rentière. vis de mes rentes. Monsieur Debert, être à la fois recteur de l'Académie de Lille et président du comité d'expansion, c'est pas tout à fait ordinaire, ça. Non, ça étonnait aussi, Monsieur le Président de la République, lorsqu'il est venu à Lille. Mais il n'est pas étonnant qu'un recteur étudie les problèmes économiques de sa région. En plus, il n'a aucun intérêt dans aucune affaire. C'est un véritable médiateur. On dit que dans votre région, le taux de scolarisation est un des plus bas de France. Faut pas exagérer. Mais le taux de scolarisation n'est pas très élevé par rapport à d'autres régions de France. Il n'est certainement pas un des plus bas, surtout en 1967-68, après les efforts que nous avons faits. Mais est-ce que vous pouvez le situer, ce taux? Bien, ce taux à l'heure actuelle, sur 90, je dirais, départements, nous sommes près 60e. Ça étonne beaucoup. Oui. Pourquoi? Eh bien, c'est très facile à expliquer. Il faut reconnaître que pendant longtemps, il n'a pas été nécessaire dans cette région de s'instruire. Dans tous les milieux? Dans tous les milieux, que ce soit les milieux ouvriers qui ne sentaient pas la nécessité de l'étude, puisqu'il y avait des emplois, et que ces emplois n'exigeaient pas une formation, même professionnelle, parlons même pas de culture. Et sur le plan, je dirais, patronal, il n'était pas non plus nécessaire de faire des études très poussées. Monsieur le recteur, pour la situation actuelle, elle n'est pas brillante. Non, du point de vue social, on ne peut pas dire qu'elle est brillante. Ben, qu'est-ce qu'il faut faire pour en sortir? Eh bien, je pense qu'il faut changer la mentalité de cette région, la psychologie de cette région. Il faut en plus que les familles comprennent que c'est fini le temps du CAP et du certificat d'études, qu'à l'heure actuelle, il faut absolument, pour le bonheur même des enfants, avant même de parler de l'expansion économique de cette région, il faut que ces enfants fassent des études. Et des études non pas quelconques, mais des études supérieures. C'est par les écoles d'ingénieurs, c'est par les techniciens, c'est en développant nos laboratoires et nos facultés que nous allons lutter contre cette décadence progressive de la région. Il n'y a pas de possibilité aujourd'hui sans la matière grise. C'est le potentiel des cerveaux qui est important pour l'expansion économique. Et c'est cela qu'il faut faire comprendre à la région. Dites-moi un mot d'ANAP, la cité scientifique. ANAP, c'était le rêve de 1956. C'était l'élément moteur
d'une expansion qui n'aurait jamais dû s'arrêter. Parce qu'à Naples, c'est le creuset où devaient se former tous les hommes qui, aujourd'hui, serviraient la cause économique de la région. Aujourd'hui, je puis dire que dans tous les milieux, on a compris qu'à Naples nous donnerait non seulement des professeurs, mais des chercheurs, des ingénieurs, des techniciens, des hommes de laboratoire, car désormais, la puissance d'une région ne se trouve plus dans ses usines, mais dans ses amphithéâtres et ses laboratoires. Elle arrive à la surface de séparation sous point aussi. Et, comme vous le savez, elle se sépare en une onde réfractée et, d'autre part, une onde réfléchie. Mais est-ce que vos étudiants trouvent des débouchés dans la région? Bien difficilement, parce qu'il y a encore un gros effort à faire sur le plan des employeurs pour leur faire comprendre que dans cette bataille économique qui est la nôtre, il faut prendre des hommes hautement qualifiés. J'ai le plus grand respect pour la course Paris-Roubaix, mais il faut reconnaître qu'avec sa légende des pavés du Nord, de l'enfer du Nord, elle fausse les esprits. Le Nord, ce n'est pas des pavés et des corons. Tenez ici, en pleine région minière, entre Bruay et Neux-les-Mines, eh bien c'est la campagne, et les terrils sont dans les champs. Et ce petit village de Ruitz n'a rien de lugubre. Il a sa place, il a son église. Seulement, à 1 kilomètre du cimetière, il y a la fosse 6 de Bruay. À Ruitz vivent des mineurs, mais également des paysans. Et puis il y a des mineurs. Oui, d'accord. Dans votre famille, vous êtes tous cultivateurs? Non, il y a un il y a que moi qui suis cultivateur. Mon frère est parti comme mineur. Bah oui, mais les mines alors, qu'est-ce qu'il en Ah, est? qu'est-ce que voulez-vous qu'on en fasse? Chacun son petit chacun. Oui. Au jour d'aujourd'hui, il faut être cosmopolite, comment dire. Non, le Nord n'est pas le pays noir. D'ailleurs, au fond, cette région devrait changer de nom. On ne dit pas « je vais dans le sud », on dit « je vais dans le midi ». À propos, ces images ont été filmées le 27 mars à Malo-les-Bains. À l'horizon, Dunkerque. Non, le Nord n'est pas laid, et il a d'autres atouts d'ailleurs pour l'avenir. D'abord la métropole, c'est-à-dire l'ensemble Lille, Roubaix, Tourcoing. Il y a là près d'1 million de personnes, une vie active et qui représente un énorme marché de consommation et de production. Et ça n'est pas d'ailleurs une mince réussite, vu les particularismes entre villes, que d'avoir réussi à réunir Lille à Roubaix-Tourcoing autrement que par le célèbre petit tramway que l'on appelle le Mongy. Et d'arriver enfin à réunir dans ce bâtiment les 83 communes des 3 villes. La métropole existe réellement. Un autre atout, l'autoroute Paris-Lille. Ce n'est pas seulement une amélioration pour la circulation. Il faut le dire, c'est un changement de mentalité. Lille, à 2 heures de Paris. Ce qui manque encore, c'est l'autre axe, est-ouest, de Maubeuge à Dunkerque. Dunkerque, nous y voici. Dunkerque a beaucoup changé. Elle construit d'immenses installations portuaires, comme cette grande écluse prévue pour les pétroliers de 125 000 tonnes. Et surtout, dans le proche avenir, la construction de son avant-port pour pétroliers géants qui iront jusqu'à 300 000 tonnes. Dunkerque devient le poumon de la région du Nord. Avec le départ du canal, du fameux canal à 1350 tonnes, Dunkerque-Valenciennes, qui irriguera ces industries nouvelles que tout le monde réclame dans le pays.
Ces industries nouvelles, elles en sont à leur début, il faut le dire. Ici, la zone de Douvrin n'est encore qu'un projet. À Béthune, par contre, les implantations ont commencé. Firestone a installé une usine de pneus et même sa direction et ses cadres. Benotto encore. Et d'autres. C'est un commencement, mais c'est le commencement d'un mouvement. La région possède maintenant son commissaire à la conversion industrielle, qui recherche et organise ses implantations d'industries nouvelles. Monsieur Bilcock. C'est un homme très dynamique. Monsieur Bilcock, vous dites que vous allez remettre la région sur pied en 3 ans. Alors écoutez, remettre la région sur pied en 3 ans, il ne faut pas exagérer. Ce que je crois, c'est que dans les 3 ans qui viennent, dans les années 70-71, nous serons sur la pente remontante. Ce pays est extrêmement bien placé à l'ouest de l'Europe des 6 et peut-être demain de l'Europe des, disons, des 7, des 8 ou des X. Si vous regardez une carte, vous vous apercevez que si vous prenez une pointe de compas et que vous la mettiez à Lille et que vous ouvriez ce compas sur 250 km, vous avez 60 millions d'âmes. Vous avez Londres, vous avez Rotterdam, Bruxelles bien entendu, vous avez la Ruhr et vous avez tout le bassin parisien. On parle du Nord, charbon, acier, textile, tout ça en reconversion, en restructuration, problème gigantesque. Mais on oublie qu'il y a des industries ici qui marchent très bien. On oublie que nous avons dans la région des papeteries, des verreries qui sont mondialement connues, que nous avons des industries alimentaires étonnantes, que nous avons par exemple, et je l'ai découvert moi-même, une affaire qui exporte 50% de ses fabrications à destination de l'Allemagne, à des clients aussi difficiles à avoir que, par exemple, le Telefunken. Et ce sont des gens qui ne disent rien, par modestie. Il faut faire comprendre aux gens du Nord qu'ils ont quelque chose d'extraordinaire devant eux, quitte à faire des efforts, j'en conviens, et faire comprendre à l'extérieur du Nord que cette région n'est pas du tout fichue, comme on veut bien le dire dans certains milieux. Avec ce potentiel humain, avec cette situation géographique, avec cette tradition industrielle, on ne va pas me faire croire qu'on va rester les bras ballants, ça n'est pas pensable. Et c'est pour ça que je crois que ce qui a été fait dans un livre blanc qui est en train de circuler, et que l'Oréam a, à mon avis, très bien établi, c'est qu'il donne une vision de cette région à l'an 2000. On dit, oui, travailler à l'an 2000. Mais savez-vous une chose? La Ruhr dispose depuis 1925 d'un plan à long terme. Et la reconversion actuellement, notamment des mines de charbon et d'autres industries de la Ruhr, se fait beaucoup plus facilement grâce à ce plan qui a prévu les percées des futures autoroutes, qui a prévu les espaces verts, qui a prévu un urbanisme convenable. C'est pour ça que... personnellement, je tire mon chapeau aux gens de l'Oréam d'avoir fait un papier qui redonne une ambition à la région pour les 40 ans qui nous séparent, grosso modo, de l'an 2000. Ceci, c'est important, comme tout, pour les jeunes qui viennent derrière. Alors, dans les 3 ans qui viennent, nous faisons remonter la pente à la région. Et après, elle suivra son cours. Le mouvement sera enclenché. Il commence à s'enclencher. Nous le sentons. Le Nord bouge en ce moment. Les gens se posent des questions. Des visiteurs viennent nous voir. Je vais vous donner un exemple. Des Américains sont venus, installés en France et en Europe. Ils sont venus visiter la région au mois de juin dernier. Ils ont été stupéfiés de voir ce qu'il y avait comme commencement de réalisation. Et quand on leur a monté la projection dans l'avenir de ces réalisations, ils ont dit, il n'y a pas de question, le Nord est gagnant. Alors l'an 2000, qu'est-ce que vous en pensez? L'an 2000, d'accord, mais l'an prochain.